Merci à tous d'être venus aujourd'hui, ce soir, à la librairie, pour accueillir donc Léonore Franc, professeure de philosophie. Tu es l'auteur donc d'un livre qui s'appelle Les crimes des gens ordinaires, essai sur la violence ignorée. Et le thème de la conférence ce soir, c'est psychologie et philosophie de l'inaction, 50 nuances. 50 nuances d'excuses, c'est ça, et comment les éviter. Je te laisse la parole. Merci Cyril. Donc oui, les crimes des gens ordinaires. Alors, je ne vais pas en parler très directement, je ne vais pas faire une synthèse chapitre par chapitre, ça ne me semblait pas très intéressant. Je vous dis quand même un mot du cœur de ce petit ouvrage qui est paru il y a quelques mois. C'est très interdisciplinaire, c'est de la philosophie, c'est aussi de la psychologie, c'est aussi un peu de sociologie. Et ça pose la question, comme c'est dans le titre de cette petite rencontre, la question de l'action et de l'inaction. Qu'est-ce qui nous pousse à agir et qu'est-ce qui entrave l'action, tout particulièrement l'action vertueuse, enfin, que l'on juge soit vertueuse. Et en écrivant ce livre, j'avais notamment en tête la citation d'Einstein, assez connue, peut-être que vous la connaissez, où Einstein écrit dans une lettre que le monde est plus menacé par ceux qui voient le mal et qui n'agissent pas que par ceux qui font le mal. Et donc c'est un livre qui parle de cela, c'est-à-dire de la question de la complicité, de la passivité, du courage. Voilà. Qu'est-ce qui nous amène à agir ou à ne pas agir ? Ce qui nous amène à ne pas agir, ça peut être des contraintes extérieures ou en quelque sorte des contraintes intérieures. Et là, on parle de psychologie, ce que je vais faire notamment un peu aujourd'hui. Et donc je vais parler de théories très connues en psy, peut-être que vous les connaissez déjà, de la psychologie, notamment du XXe siècle. Je vais parler aussi de quelques thèses de philosophes. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous laisser les appliquer aux causes qui vous sont chères. Moi, dans ce livre, je les applique au combat qui m'importe le plus, le combat pour la démocratie, pour le bien-être animal, et d'autres pour l'écologie et d'autres choses. Mais voilà, ce contenu-là, je ne compte pas en parler plus que ça aujourd'hui, mis à part quelques exemples par-ci par-là. Je vais vous laisser appliquer aux causes qui vous semblent à vous importantes, les trucs et astuces, j'ai envie de dire, philosophiques et psychologiques que je vais évoquer. Donc il y a 4 parties en quelque sorte, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, donc si vous voulez m'arrêter à la 3e, ce sera possible, vous me direz. Tout cela est malléable. Je vais commencer par vous raconter une histoire vraie qu'on raconte à tous les étudiants de psychologie de France en première année ou éventuellement en 2e année. C'est l'histoire tragique d'une jeune femme américaine qui s'appelle Kitty Genovese. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. Kitty Genovese. Ça se passe au début des années 60, en 1964, dans la banlieue de New York. Elle rentre très tard, chez elle, toute seule, et elle sent que quelqu'un la suit, quelqu'un de menaçant. Elle se met à courir. L'individu la poursuit en courant, la rattrape et lui assène 2 coups de couteau dans le dos. Elle crie évidemment, suite à quoi un voisin, un riverain, parce que c'est une zone évidemment très densément peuplée, on est dans la banlieue de New York, un riverain, bonsoir, ça vient de commencer. Donc peut-être je reprends pour madame très rapidement. On parle d'une affaire qui est criminelle. Une jeune femme qui s'appelle Kitty Genovese, une américaine, et qui se fait agresser, donc j'en étais là, qui se fait agresser par quelqu'un qui lui assène 2 coups de couteau dans le dos. Et un riverain ouvre sa fenêtre et crie « Laissez cette fille tranquille ». L'agresseur panique, se dit mince, on m'a vu, et donc il part. Alors il ne part pas très loin,
Il ne part pas très loin parce qu'il attend quelques minutes. Il se rend compte que le voisin n'est pas descendu, les lumières se sont éteintes, le quartier n'est pas plus animé que ça, il n'a pas réveillé tout le quartier, il n'entend pas de sirène, de police, d'ambulance, et donc, simplement, il regagne sa voiture, décide de la garer dans un coin plus discret, met un chapeau sur sa tête et retourne à la recherche de Kitty Genovese. Il suit les traces de sang. Kitty Genovese n'a pas eu la force de rentrer jusqu'à chez elle. Elle s'est réfugiée au rez-de-chaussée dans la cage d'escalier d'un immeuble qu'elle ne connaît pas. Elle n'est pas morte, elle est blessée mais elle n'est pas morte. Et donc l'agresseur retrouve Kitty Genovese et lui assène d'une dizaine de coups de couteau et elle meurt. Et je vous épargne d'autres détails sordides. C'est une affaire assez connue, notamment suite à un article du New York Times qui relate les faits quelques jours après. Ah oui, peut-être pour la petite histoire, ça peut vous intéresser. L'agresseur a été retrouvé une semaine après. Bon, il a été condamné. Condamné à mort, puis la prison à perpétuité. Mais cet article donc, du New York Times, qui a eu pour titre 38 témoins, personne n'a appelé d'un meurtre, personne n'a appelé la police. Et ça a bouleversé l'Amérique et ça a beaucoup questionné les psychologues de l'époque, les psychologues sociaux. Alors, je tiens à rectifier cet article du New York Times, puisqu'en fait, après une enquête, il y avait entre guillemets seulement une douzaine de témoins. Personne n'a vu la scène en intégralité, mais ils en ont vu des parties, ils ont pu comprendre que c'était grave. Et il y a eu quand même 2 appels à la police, qui visiblement n'a pas venu à temps. Mais ça reste assez peu. Ça reste assez peu, une douzaine de personnes qui ont pu comprendre qu'il se passait quelque chose de grave, et seulement 2 appels à la police. Je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse participer, mais vous connaissez, ou vous devinez la raison de cela, pourquoi si peu de gens ont agi. Bon, ça peut être plein de raisons. Évidemment, les interviewés après un par un, ils avaient chacun leurs raisons très individuelles. Non, je ne sais pas si vous devinez ou si vous connaissez. Le quartier où ça se passe? Vous avez peur? Le quartier qui a peur de la police, par exemple? Ah, j'y pensais pas. Alors, dans mes souvenirs, personne n'a expliqué son inaction de cette façon, mais c'est une hypothèse intéressante. Ouais. C'est une hypothèse intéressante. En tout cas, cette affaire a donné naissance à une théorie maintes fois vérifiée en psychologie, ce qu'on appelle l'effet témoin ou l'effet spectateur. Et l'idée de l'effet témoin ou de l'effet spectateur, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de témoins, chacun se dit quelqu'un d'autre a déjà dû agir ou va agir. Donc au fond, pourquoi moi? Et la responsabilité est en fait diluée dans le collectif, et ça peut mener à ce genre de drame. Malheureusement, cet effet spectateur, pas besoin de faire des expériences de psychologie. Dans les faits divers, on l'observe et on le réobserve. Et donc quelque chose d'encore plus flagrant peut-être et d'encore plus scandaleux que l'affaire Kitty Genovese. Il y a quelques années, il y a une petite fille chinoise qui a été percutée par un camion qui s'appelait, j'ai noté son nom mais je ne le prononce probablement pas correctement, Wang Yu, qui a été percutée par un camion, et elle n'est pas morte sur le coup. Son corps, elle a agonisé au milieu de la route. Et là, il y a eu les caméras de vidéosurveillance, et on voit successivement 18 personnes qui passent, qui vont même jusqu'à contourner le corps de la petite fille qui se vide de son sang. Et c'est seulement la 19e personne qui va appeler les secours, et les secours n'ont pas pu la réanimer. Donc c'est de manière tragique, on revoit régulièrement cet effet spectateur se vérifier, malheureusement. C'est quelque chose que vous pouvez aussi vérifier vous-même, alors sans tuer qui que ce soit, s'il vous plaît. Ne tuez personne, même pour la science. Mais
Si jamais vous en doutez, mais ça m'étonnerait, je pense que vous n'en doutez pas, mais si jamais vous voulez vérifier cela, par exemple, vous pourriez attacher à un arbuste un déchet, alors attachez-le bien pour pas qu'il s'envole, je fais un sac plastique, et vous regardez si quelqu'un va le prendre et le jeter. C'est-à-dire vous revenez un jour plus tard, une semaine, 2 semaines plus tard, et il est très très probable que le déchet soit encore là. Alors pour que l'expérimentation marche, pardon, j'ai oublié de préciser, il faut que ce soit un endroit où il y a du passage, d'accord, où il y a beaucoup de passage. Et c'est-à-dire que vont se dire les passants? Déjà, ils vont tous se dire, s'ils voient le détritus, ils vont tous se dire, c'est pas terrible, ce serait bien s'il n'était pas là, ce serait bien si quelqu'un le ramassait. Mais ils ne vont pas le ramasser eux-mêmes pour au moins 3 raisons là, qui me viennent à l'esprit, dont la raison que je viens d'évoquer. Bon, d'abord, ils peuvent se dire, ce n'est pas moi qui ai causé ce problème, donc c'est pas moi qui vais le réparer. C'est pas moi qui ai causé ce tort. Donc c'est à la personne de revenir, ce qui ne se passera jamais évidemment. Donc ça c'est toute la limite de cette pensée qui relève plus d'une excuse en vérité. C'est-à-dire si on attend que ceux qui font le mal le réparent eux-mêmes, on risque d'attendre longtemps. Une deuxième chose qu'ils peuvent se dire, c'est il y a des gens qui sont payés pour ramasser ce genre de choses, des agents municipaux. Bon. Là aussi, c'est une pensée qui est limitée parce qu'on sait qu'il n'y a pas assez d'agents municipaux de nettoyage, etc. Ou alors, troisième pensée, donc là j'en reviens à ce que j'ai évoqué, l'idée que quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre va le faire. Pourquoi moi, au fond? Quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est pour cela que très probablement vous retrouverez votre déchet des jours après, voire des semaines plus tard. Donc, quelle est la leçon à en tirer de cette premier exemple, cette première théorie que je me permets d'aborder avec vous? Tout simplement, il ne faut pas trop déléguer l'action vertueuse. Alors, on est obligé parfois de déléguer, sinon on va s'épuiser. Mais dans la mesure du possible, il faut éviter, malheureusement, de trop parier sur la vertu des autres. C'est un peu triste, mais c'est ce que nous montre la psychologie. Voilà. Donc, agir soi-même lorsque c'est possible, et pas trop éreintant. Je ne sais pas si vous avez, peut-être qu'on peut aussi le faire comme ça. Là, j'avais passé à une deuxième idée, une deuxième théorie, que j'évoque dans le livre à chaque fois, mais de manière plus succincte, beaucoup plus succincte que maintenant. Je peux aussi accueillir vos questions, voilà, théorie par théorie. Non, sur là-dessus, j'étais clair. Je voulais aussi vous parler d'une autre théorie en psychologie, peut-être encore plus connue, d'une autre expérience, qui date aussi des années 60, qui est celle d'un certain Stanley Milgram. Ouais, là, vous connaissez. Vous voulez nous dire peut-être il est très connu, c'est l'expérience dans Icomica. Du Icomica. Dans le film Icomica. Ah, j'ai pas vu ce film, mais oui, il y a beaucoup de films. Alors oui, expliquez. C'est l'expérience en fait. Où on va exposer un individu qui pense qu'il participe à une expérience scientifique, un test où il doit faire du mal à quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Et on va le pousser jusqu'à provoquer donc des chocs électriques à une personne, parce qu'il ne répond pas, mais sans savoir qu'en face c'est un acteur, et que en fait il fait partie de l'expérience. Et voilà. C'est assez intéressant. C'est lui qui a... Vous connaissez le film? Moi j'ai pas vu ça. Voilà. Avec un médecin qui porte une blouse et qui fait ordre et uniforme. Voilà, c'est ça. Bon, ça fait partie des explications de comment on en arrive au camp de la mort, comment on en arrive c'était la question. le conditionnement de l'individu.
Ouais, bah c'est exactement ça. Alors je vais peut-être redire quelques mots, mais du coup, de manière très brève. Et au sujet de cette expérience donc première de Stanley Milgram, et je vais vous parler juste après de ce qui va m'intéresser un petit peu plus, l'une des variantes que Milgram a organisées lui-même de cette expérience. Et c'est ça qui m'intéressait le plus. Mais oui, donc bon, je donne juste quelques précisions supplémentaires, mais tout ce que vous avez dit a été juste. Milgram va faire croire aux participants qu'il s'agit d'une expérience sur la mémoire. Et donc le sujet, le cobaye, apprend, enfin vérifie qu'une autre personne a une bonne mémoire à travers un petit jeu. Et lorsque cette autre personne se trompe, le cobaye doit lui envoyer, sur ordre du scientifique, doit lui envoyer des électrochocs. Petit à petit, les électrochocs deviennent mortels, enfin dangereux jusqu'à devenir mortels. Personne ne souffre physiquement vraiment, puisqu'il s'agit en fait d'un acteur qui simule les électrochocs, bien évidemment. Personne ne meurt vraiment. Donc, mais ce qu'on teste vraiment, c'est la soumission à l'autorité. Ouais. Et j'ai le chiffre, vous le saviez peut-être, il y a une majorité de personnes qui vont jusqu'au bout. Il y a 65% dans l'expérience première de Milgram, 65% des sujets qui vont jusqu'au bout, donc qui vont jusqu'à administrer la mort sur ordre du scientifique. On pourrait en parler longtemps de cette expérience première, si vous voulez, après on pourra en reparler. Je ne comptais pas en parler plus que ça, je comptais parler d'une variante dans laquelle Milgram se demande ce qui se passe si le cobaye peut carrément voir la personne qui souffre, parce que dans l'expérience première et dans une autre pièce, il y a un mur qui les sépare en fait, ou dans une sorte de bulle, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas voir la personne qui souffre. Donc il se demande qu'est-ce qui se passe lorsqu'on enlève le mur. Donc là, l'acteur doit être très bon parce qu'il est vu en plus, donc il doit faire semblant de s'évanouir, de perdre conscience, de souffrir. Et évidemment, le taux d'obéissance diminue fortement. Il diminue de 22%. Alors vous allez me dire, ça veut dire 60... Il y a quand même à peu près la moitié qui continue à faire souffrir en voyant la personne souffrir. Donc, c'est évidemment beaucoup trop, mais bon, le taux de soumission diminue de 22%. Et lorsqu'on demande, en plus de cela, au cobaye de maintenir attaché la personne, enfin l'acteur, la personne qui fait semblant de souffrir, de la maintenir attachée pour que les électrodes soient bien placées, voilà, et puis si elle bouge, faut réintervenir. Là, le taux d'obéissance chute de 10% supplémentaire, donc en tout moins 32% par rapport à l'expérience de départ. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, j'en parle un petit peu plus longtemps dans le livre. C'est ce que j'appelle, avec peu d'originalité, le biais de la distance. Le biais, c'est l'obstacle, ce qui entrave l'action morale ici, c'est la distance, tout simplement. La personne est plus proche de nous, le mur tombe, et ça on peut l'appliquer à beaucoup de choses. C'est assez évident, mais je trouve ça très important, le fait qu'on est plus indifférent à ce qui est plus éloigné de nous, que ce soit géographiquement ou culturellement. Et j'ai un ou deux exemples à vous proposer. Par exemple, le conflit ukrainien a beaucoup affecté psychologiquement la population française, économiquement aussi, on pourra en parler, l'inflation, et médiatiquement, surtout médiatiquement, on en entend beaucoup parler. Pourtant, d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer en Ukraine, ce qui se passe depuis 3 ans, en fait, même plus de 3 ans, ça s'est déjà passé, enfin, quelque chose de très similaire s'est déroulé. C'est, je pense, à la deuxième guerre qu'ont menée les Russes contre la Tchétchénie, donc au tout début des années 2000. Et à ma connaissance, le choc en France a été bien moindre, la couverture médiatique a été bien moindre, mais vraiment on est sur quelque chose, alors évidemment il y a des différences, mais d'assez similaire. J'ai enquêté un petit peu là-dessus.
Pour vous donner une idée très brièvement de cela, les Russes, donc au début des années 2000, ont détruit 80% des infrastructures du pays. Oh, ils ont quasiment tout rasé. Bon. 80% des infrastructures. Ils ont tué plus de 10% de la population locale. Et parmi les crimes de guerre, il y a eu des enlèvements d'enfants, donc exactement comme ça se déroule en ce moment en Ukraine. Et comment expliquer cette différence de traitement médiatique ? Bon, il y a plein de raisons, mais l'une des raisons, à mon avis, c'est que géographiquement, déjà, c'est un tout petit peu plus éloigné que l'Ukraine, et aussi une distance culturelle. Distance culturelle, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Ukraine, comme l'Union européenne, est majoritairement chrétienne, ce qui n'est pas du tout le cas de la Tchétchénie. Donc il y a aussi une distance culturelle. Et c'est malheureux qu'il y ait cette différence psychologique, parce que, évidemment, objectivement, j'ai envie de dire, leurs souffrances sont les mêmes. Hein. Qu'on soit chrétien, juif ou musulman, quand une mine antipersonnelle nous coupe les deux jambes, ça fait souffrir pareil. Bon. Et moi, je l'applique. Alors, je ne parle pas du tout de la guerre de Tchétchénie dans mon livre. Quelque chose que j'aborde dans le livre, c'est la souffrance, l'exploitation animale. Il y a un chapitre qui est dédié à cela. Et là aussi, je pense qu'on pourrait appliquer la variante de l'expérience de Milgram. J'ai mon grand frère, qui me dit parfois, pour rigoler, mais en fait c'est une blague à un fond de sérieux, il me dit tu ne dois pas, quelque chose qu'il ne respecte pas lui-même, hein, il me dit tu ne dois pas manger un animal que tu ne pourrais pas tuer toi-même à main nue. Bon, c'est un peu extrême peut-être. Bon. Peut-être qu'on peut enlever le côté à main nue. Si j'enlève le côté à main nue, si j'autorise les outils, je trouve que c'est pas totalement inintéressant ce qu'il dit. C'est-à-dire la question de la mise à mort de l'animal, elle est cette mise à mort est mise à distance, hein, dans des lieux qu'on ne visite jamais, hein, les abattoirs. Et effectivement, peut-être que si l'animal souffrant, agonisant était en face de nous, le traitement, enfin la conséquence en termes de psychologie, en termes de consommation de viande, évidemment, changerait. Là, je pense à une citation qui est dans le livre d'un membre des Beatles, voilà. On aura parlé de beaucoup de gens différents, Paul McCartney, encore vivant, qui est végétarien et qui disait si les abattoirs avaient des vitres, tout le monde deviendrait végétarien. Bon, je ne sais pas si tout le monde deviendrait végétarien, mais l'idée, bon, on la comprend, elle est assez intéressante, c'est-à-dire si on enlève le mur, un peu comme dans l'expérience de Milgram, ça change les comportements. Hein. C'est sûr qu'il n'y a aucune classe verte qui va visiter des abattoirs. Les abattoirs n'ont pas de vitres. Il y a des millions de Français qui vont en ce moment visiter le salon de l'agriculture, ils ne vont pas aller visiter les abattoirs, alors même que ce sont deux mondes étroitement liés, enfin même inséparables, etc. Donc on sent bien qu'il y a une volonté de faire comme si ça n'existait pas, comme si l'animal ne naissait pas, et juste de la viande qui apparaissait comme ça, déjà emballée dans du plastique naturellement. Bon. Donc là aussi, encore une fois, vous pouvez appliquer ce que je retiens de l'expérience de Milgram à tout ce que vous voulez. Hein. C'est deux exemples parmi tant d'autres. Évidemment, la leçon à tirer, il me semble, hein, de cette deuxième partie de mon intervention, c'est qu'il faut essayer d'abolir ce biais de la distance et donc d'élargir notre cercle affectif, notre cercle d'empathie. Je parle de cercle parce que, bon, je ne comptais pas en parler, je vais faire très vite. Il y a un philosophe stoïcien qui s'appelle Héraclès qui parle du premier cercle, c'est le cercle de la famille. Et il dit qu'être vertueux, c'est savoir élargir ce cercle et donc avoir autant d'empathie pour ses amis, puis pour la communauté, puis finalement pour l'humanité tout entière. Même, je crois que ça va jusqu'à toute la Terre. Bon. Donc bon, on retrouve cette idée que je trouve assez intéressante donc, chez les stoïciens. Je ne sais pas si vous... un des philosophes stoïciens de l'Antiquité.
j'ai été assez clair. Là, je comptais partir sur encore un autre point. Vous me dites. Hein, ça va être beaucoup plus rapide là. Alors, est-ce que c'est de la philo, est-ce que c'est de la psycho? Je sais pas trop. Un peu des deux. Je comptais parler, et j'en parle, c'est un petit peu dans le livre, de ce qu'on appelle un sophisme. Un sophisme, c'est un faux raisonnement, un raisonnement qui paraît vrai mais qui ne l'est pas et qu'on dit aux autres pour les tromper, ou encore plus intéressant, il me semble, qu'on se dit à soi-même pour se tromper soi-même et peut-être éviter d'agir, voilà, toujours le domaine, entre guillemets, des excuses. Et moi-même, évidemment, je suis victime de cela. Et donc là, c'est quoi ce sophisme dont je voulais vous parler? C'est le sophisme qu'on appelle de la double faute, qui est assez fréquent. Le sophisme de la double faute, ça consiste à dire j'observe une action mauvaise, mais quelqu'un d'autre, voire plusieurs autres personnes font ce genre d'action, voire pire, donc ça passe. Donc c'est acceptable. Bon là vous voyez, c'est un raisonnement qui est globalement faux, et je vais vous montrer pourquoi si jamais c'est pas encore flagrant. Mais c'est ce qu'on se dit souvent. Alors on croise ce raisonnement dans les médias et dans des forums, enfin dans la vie, très très fréquemment. Par exemple, vous allez entendre des raisonnements du type l'extrême gauche a fait quelque chose de mauvais, mais l'extrême droite aussi, ou inversement, bon, mais l'extrême droite aussi, sous-entendu, ça passe. Bon, voilà. Ou encore quelque chose que j'ai vu sur Internet, souvent dans les sections des commentaires. Faut pas trop lire les sections des commentaires sur Internet, mais des commentaires plus ou moins authentiques pro-russe, pro-Poutine, qui disaient certes la Russie n'est pas une démocratie, mais regardez la France. Est-ce que c'est une démocratie? Ah non, il y a des problèmes. Donc finalement, voilà, on va pas arrêter, on va pas critiquer Poutine, etc. Voilà, sophisme de la double faute. On l'entend aussi très très souvent au sujet de l'écologie. La France pourrait faire plus en matière d'écologie, mais regardez les États-Unis, regardez le Qatar, etc. Voilà, finalement, ce n'est pas à nous de faire des efforts plus que ça. Finalement, nous sommes presque des élèves modèles, des pays modèles. Bon, etc. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est bien un faux raisonnement. C'est assez absurde. J'entendais, c'était qui? Je crois que c'est Aurélien Barraud à la radio qui résumait ça très bien en prenant l'exemple suivant. Imaginez que votre enfant vient de casser un vase en jouant, et son excuse consiste à vous dire oui mais papa ou maman aujourd'hui j'ai pas tué ma petite sœur. J'aurais pu tuer ma petite sœur, j'ai juste cassé un vase. Alors, bon, vous allez quand même sanctionner l'enfant. C'est pas parce qu'il y a d'autres gens qui font des choses mauvaises, voire des choses bien pires auraient pu arriver, que la première action devient acceptable. Voilà. Donc c'est toute la limite de l'analyse comparative en morale. Elle est intéressante, mais elle est limitée. Une autre raison pour laquelle elle est limitée, vous la voyez sûrement, c'est qu'on peut toujours trouver des gens qui font aussi mauvais que soi, voire pire. Donc dans ce cas-là, tout va toujours bien. Donc c'est une autre façon de montrer la limite de ce raisonnement. Donc la leçon à en tirer, j'en parle aussi dans ce petit bouquin, c'est de ne pas trop se fier à cette analyse comparative, ne pas trop se comparer, faire mieux que les autres. C'est bien, mais parfois c'est pas assez. Faut pas s'en tenir à cela. Voilà, tout simplement. Il y a d'autres sophistes, peut-être que vous connaissez. Hein, là, c'en est un parmi tant d'autres, mais il est assez connu celui-là. Si vous tapez sur Internet sophisme de la double faute, vous verrez plein d'autres exemples. Bon, finalement, je vais très vite, je vais avoir le temps de dire. Je n'avais pas répété, donc je ne savais pas combien de temps ça durerait, mais j'ai une dernière théorie que je voulais évoquer, qui est liée à la précédente. Là, on va parler notamment plutôt de philosophie, pour finir, de philosophie morale, d'éthique.
Et c'est un problème, en fait, qui concerne tous les problèmes collectifs. Et là, l'excuse pour ne pas agir consiste à se dire, et ça paraît raisonnable, là il y a un vrai problème, hein. Enfin, c'est pas si facile que ça à critiquer, et peut-être qu'il faut pas le critiquer, je sais pas. Comme c'est un problème collectif, mon action individuelle ne va pas suffire. Je ne suis qu'une goutte d'eau. Je ne suis qu'une goutte d'eau. Et donc, c'est pas un trajet en avion, en plus ou en moins qui va changer le réchauffement climatique, qui va résoudre le réchauffement climatique. Et objectivement, c'est vrai. Donc là, c'est peut-être l'excuse la plus délicate à déconstruire. Ou encore une manifestation pour une cause qui vous tient à cœur. Bon, est-ce que c'est un manifestant en plus ou en moins qui va changer la donne? Non, bon, donc si vous n'y allez pas, c'est pas trop grave. Bon. Là, toutes les actions qui relèvent du collectif, qui nécessitent des solutions collectives, l'individu a de très bonnes raisons de ne pas agir parce qu'il n'est qu'un individu. Bon, voilà. L'idée que, je ne sais pas si c'est bien dit comme ça, voilà, je ne suis qu'une goutte d'eau pour tous ces problèmes collectifs. Alors il y a quand même plusieurs, je pense qu'il faut y réfléchir et peut-être déconstruire. Il y a plusieurs réponses possibles, plusieurs réactions possibles, plusieurs analyses philosophiques possibles. D'abord, certes, mon action n'est qu'une goutte d'eau dans la solution collective qu'il faudra apporter à ce problème, mais en morale, il ne faut pas que considérer les conséquences de son action, c'est-à-dire on peut agir simplement par principe, par honneur, pour la beauté du geste, comme on pourrait dire plus couramment. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une action rate dans ses conséquences qu'il ne fallait pas la mener. En fait, là, je ne vais pas avoir le temps de trop parler de ça, mais c'est une énorme partie de la philosophie morale. Est-ce qu'il faut d'abord se concentrer sur les conséquences de l'action pour juger qu'elle est mauvaise ou qu'elle est bonne, ce qu'on appelle le conséquentialisme, ou est-ce qu'il faut plutôt regarder les principes moraux, les intentions de la personne qui agit, et ne pas trop prendre en compte le contexte et le succès ou le ratage de l'action en question. Et vous connaissez, je vais citer un philosophe très connu dans un instant qui s'appelle Kant, mais avant ça, vous connaissez peut-être la petite histoire du colibri qui parle. Ah oui, vous voyez, vous voulez nous la raconter? Parce que c'est de ça dont il est question, en quelque sorte. Oui, moi je le connais sous forme d'album jeunesse, des enfants. Et donc c'est un petit colibri qui est en Amazonie ou par là, et que je ne me rappelle plus exactement, en fait, juste le fait qu'il fasse quelque chose, va entraîner, un peu comme l'effet papillon, autre chose qui, au final, va devenir quelque chose qui va pouvoir faire bouger les choses. Alors moi, j'ai pas cette version-là en tête, mais elle est intéressante et finalement ça anticipe ce que je voulais dire juste après. Moi, j'ai une version, mais voilà, il va y avoir plusieurs versions. J'ai une version où le colibri agit par principe et il n'y a pas forcément la bonne fin, la fin escomptée, mais quand même il est fier. Il peut se regarder dans un miroir, comme on pourrait dire. Il est fier d'avoir agi selon ses principes, quoi. Et donc effectivement, alors juste le détail que vous avez oublié, il y a un danger, la forêt est en feu. Là, c'est ça. Là, c'est la même version. Enfin, là-dessus, il y a un point commun entre nos versions. Je pense que comme c'est un album pour les petits, forcément, il faut que ça finisse. Ah oui, peut-être. Ah d'accord. Oui, peut-être. Ouais. Le colibri, avec son tout petit bec, va chercher de l'eau, quelques gouttes d'eau. Qu'il verse sur le feu de la forêt. Donc évidemment, là en plus la métaphore n'en est même pas une, ce n'est qu'une goutte d'eau, ce n'est que quelques gouttes d'eau, donc ça ne suffit absolument pas à arrêter le feu de forêt. Et les autres animaux qui ont fui la forêt, quand même, interpelle le colibri en lui demandant pourquoi tu fais ça, c'est absurde, tu vas bien t'as aucune chance d'arrêter le feu de forêt, suite à quoi le colibri
répond, dans ma version de l'histoire, le colibri répond « Je sais bien, mais je fais ma part ». Sous-entendu, voilà. Oui, aussi, très très bien. Sous-entendu aussi, si tout le monde le faisait, il n'y aurait plus de problème. Et donc j'en viens à Kant, peut-être que c'est l'une des théories plus connues de la philosophie morale. Kant qui pense avoir trouvé une recette pour évaluer la moralité ou l'immoralité d'une action, et selon Kant, à chaque action morale, il faut se poser la question suivante: si tout le monde agissait comme je m'apprête à agir, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça mène à des contradictions, des incohérences, des problèmes inextricables? Dans ce cas, ça veut dire que faut pas que je fasse ça. Ou au contraire, est-ce que ce serait un monde harmonieux? Et dans ce cas, il faut que j'agisse ainsi. Et donc c'est assez intéressant. Donc ce qu'on appelle c'est l'une des formulations de ce qu'on appelle l'impératif catégorique chez Kant. Mais je ne vais pas faire tout un cours classique et magistral là-dessus. Mais juste une remarque. La pensée là, que Kant nous encourage à avoir, ce n'est qu'une hypothèse, c'est-à-dire on se dit que je sais que j'agis moralement, car si tout le monde faisait la même chose que moi, ça irait mieux. Et chez Kant, cette hypothèse suffit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les gens en fait ne vont pas dans les faits faire ce que je fais que mon action devient absurde. Et encore, elle ne devient pas évidemment immorale pour Kant. Donc Kant n'a pas une morale, si vous vous souvenez du terme un peu technique que j'utilisais, il n'a pas une morale conséquentialiste. Donc je ne suis qu'une goutte d'eau, mon action ne va peut-être pas suffire, et je suis peut-être même sûr ou quasiment sûr que ça ne va pas suffire, mais je la mène quand même pour des raisons de principe. J'agis par principe, comme on dit. Bon, j'ai presque fini ce que je voulais évoquer. Alors, quand même, pour continuer sur l'histoire du colibri et cette théorie d'Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand, je ne sais pas si je dois le présenter, du siècle des Lumières, un tout petit peu le début du 19e aussi. Quand même, c'est difficile d'agir par principe si l'on est sûr ou quasiment sûr que ça ne va pas suffire. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourra peut-être en discuter juste après, comme j'ai bientôt fini. Mais par exemple, ça se pose notamment au lycée, dans les établissements scolaires, enfin, là où parfois il y a des grèves. Bon, là, dans les milieux où il y a des grèves régulières, parfois on sait que la grève ne va pas être suivie. Enfin, on est quasiment sûr que la grève ne va pas être suivie. Or, c'est une grève qui nous tient à cœur. Et donc se pose la question, est-ce que je fais grève par principe, juste par principe pour montrer ma position, quand bien même je sais que c'est inutile. Voilà, il y a des situations où on est quasiment sûr que, pour reprendre l'histoire du colibri, la forêt va brûler. Là, bon, je vais essayer de continuer à défendre la position de Kant, même si on peut en discuter. Premièrement, comme c'était dit dans votre version, donc, qui est aussi très intéressante, du conte du colibri, la mission de cet individu qui est seul ou quasiment seul, de cette goutte d'eau, ça peut être précisément d'essayer de ramener plus de gens. D'accord ? Ça peut être ça. Donc, une goutte d'eau n'est qu'une goutte d'eau, mais si sa mission c'est d'en apporter d'autres, eh bien, vous connaissez, les petits ruisseaux font les grandes rivières, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Et pour finir, vraiment, je ne comptais pas aller beaucoup plus loin. J'ai l'impression aussi qu'on risque d'en revenir au sophisme de la double faute. C'est-à-dire, pour prendre par exemple l'exemple d'une manifestation, là le risque c'est le sophisme de la double faute, c'est-à-dire je n'y vais pas, j'aimerais y aller mais je sens que personne ne va y aller, donc je n'y vais pas, et ça passe, c'est acceptable parce que d'autres ne vont pas y aller.
Donc là, je ne sais pas si on retombe sur le sophisme de la double faute, qu'on a déjà essayé de déconstruire, de critiquer. Et une dernière manière de critiquer donc, ce sophisme de la double faute qu'on retrouve ici, elle m'est donnée par, ça vient pas du tout de moi, par un collègue américain qui s'appelle Alex Zakaras, donc qui est un philosophe universitaire. Il fait remarquer la chose suivante, qui est assez simple à comprendre. Dans le sophisme de la double faute, il y a l'idée en fait absurde que plus on est à mal agir, moins on est coupable. Plus on a de complices, moins on est coupable. Et donc Alex Zakaras nous dit, mais ça, c'est quand même problématique. C'est-à-dire, imaginez un voleur qui est seul et qui tout d'un coup, sa conscience morale se réveille. Il se dit, tiens, mais c'est très mal ce que je suis en train de faire, c'est très mauvais. Et sa solution, c'est, il appelle Fred, Ludo, Brian, Johnny, tous ses potes, et il leur dit, on va cambrioler à 300, on va être 400 à cambrioler, et comme ça, on sera moins coupable. Non, c'est pas parce que d'autres font le même mal que nous, il y a d'autres complices, que notre culpabilité est réduite. C'est le genre de choses qu'évoque Alex Zakaras pour déconstruire aussi ce sophisme de la double faute. Bon, la leçon à en tirer de ce quatrième et dernier point, c'est un peu comme précédemment, éviter la comparaison, enfin elle est intéressante, mais l'analyse comparative en morale a ses limites pour évaluer les autres, et encore plus intéressant, il me semble, soi-même moralement, eh bien, faut regarder ses propres principes, ne pas forcément regarder, prêter attention à ce que font les autres. La morale, c'est aussi quelque chose qui se passe de soi à soi, d'accord. On peut en discuter, mais voilà, être fidèle à ses principes, quelles que soient les actions des autres, en fait. Ça n'a pas forcément à entrer en ligne de compte, les actions des autres, l'influence des autres, voilà. Conserver ce qui était si cher à Emmanuel Kant, l'autonomie de la pensée, et j'ai envie de dire la rationalité, bon, qui est si difficile d'accès. Je ne sais pas si, j'ai pas envie que ce petit exposé vous déprime, mais c'est vrai qu'on a remarqué un peu du début à la fin que les humains sont régulièrement profondément irrationnels. Mais j'ai envie de vous dire, bon, ça montre aussi que la rationalité, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est un combat, ça demande beaucoup d'efforts pour être acquis, pour être maintenu. Et moi-même, je tiens à le dire peut-être pour finir, je suis loin d'être toujours et pleinement rationnel. Et c'est ce que je dis à la fin de ce livre. C'est un livre aussi que j'ai écrit pour moi-même, pour combattre mes propres obstacles intérieurs qui entravent ma vertu, ma propre vertu. Voilà, je comptais pas dire plus que ça. Et j'accueille vos questions s'il y en a, avec bienveillance, évidemment. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir? À travers tout ça, où est-ce que vous placez le libre arbitre? Alors, en fait, du début à la fin de ce livre et de ce petit exposé, je pose que les humains ont une liberté d'agir. Mais c'est très discutable. On peut, si vous voulez, on peut parler de la question du libre arbitre, de l'influence, du déterminisme, peut-être que vous connaissez, qui est un peu la théorie inverse du libre arbitre. Mais si jamais, je vais juste dire ça, vous me direz si ça vous convient ou pas, si jamais les humains n'ont aucun libre arbitre, ce qui est possible, hein, je veux dire, il y a plein de philosophes et des scientifiques, des neuroscientifiques qui pensent montrer cela de manière très convaincante. Si jamais les humains n'ont aucun libre arbitre, alors la question morale se pose même pas. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on ne pourra pas en vouloir à celui qui a tué, de la même manière qu'on ne peut pas en vouloir au soleil de consumer son hydrogène en ce moment. Et le soleil ne veut pas brûler les gaz qui le constituent. Il n'a aucun libre arbitre. Et donc on ne va pas dire « super le soleil, merci » ou on ne va pas le blâmer. En fait, la question morale est détruite si les humains n'ont aucun libre arbitre. Donc pour pouvoir écrire ce livre, j'ai dû poser dès le départ que la liberté humaine existe. Mais voilà, on pourrait évidemment en discuter. Kant nous dit
il est conscient de cette problématique, et il nous dit la liberté humaine, et je pense, est indémontrable, mais il faut à tout prix la poser, la postuler, la supposer. Sinon, c'est la ruine de la morale. Et ça, c'était trop terrible pour Kant. Voilà, je comptais pas faire un débat libre arbitre existe-t-il ou pas, mais c'est lié évidemment. La question de la liberté et la question morale sont liées. Oui, parce que le libre arbitre, c'est ce qui peut rendre éventuellement l'homme, je ne dis pas heureux, mais bien dans sa peau. Hein. Oui, c'est-à-dire si on n'a aucun libre arbitre, à quoi bon vivre? Nous ne sommes que les marionnettes de l'univers. Enfin, il y a plein de conséquences psychologiques de cette hypothèse-là, l'hypothèse de l'absence de libre arbitre. Ouais. Bon, et on pourrait aussi défendre le contraire de ce que vous dites, parce que tout ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, si on a un libre arbitre, lorsqu'on fait quelque chose de mauvais, ça fait mal à notre ego. On se dit, c'est de notre faute, la culpabilité, le remords. Donc, ouais. Des philosophes qui pensaient montrer que le libre arbitre n'existe pas vraiment, tels que Nietzsche, enfin, il y a Spinoza ou Nietzsche. Nietzsche disait, dans ce cas-là, donc Nietzsche ne croyait pas au libre arbitre, il disait le remords c'est totalement stupide, c'est une expérience qui n'a pas lieu d'être, vous avez agi tel que vous avez agi, mais c'était pas vraiment votre décision, donc à quoi bon la regretter? Bon, ça nous fait aller vers ce genre de thèses qui sont intéressantes, hein. Mais ça nous fera aller très très loin. C'est pour ça, dans ce livre, j'évoque pas ça, parce que ça nous ferait partir très très loin. Mais c'est intéressant, c'est un problème classique et central de la philosophie. Et donc, du coup, il y a une part de variabilité suivant l'époque par rapport au libre arbitre et au déterminisme. Est-ce que tu réécrirais le même livre, par exemple, il y a 30 ans, au moment où tu l'as écrit là, et est-ce que tu penses que tu écrirais le même livre dans 20 ans, si Poutine et Trump s'unissent et que l'Europe ne se alors, j'ai l'impression qu'il y a deux questions en une. La première question, ce problème philosophique du libre arbitre ou du déterminisme, de la liberté humaine, il est intemporel. C'est un problème qui existe depuis le début. Depuis la fin de la préhistoire, depuis qu'on peut écrire. Bon. Donc, sur ces questions-là, a priori, j'aurais à peu près les mêmes réponses, et j'aurais eu à peu près les mêmes réponses avant, même si ma pensée évolue comme n'importe quel humain. Donc peut-être qu'il y aurait eu quelques changements, ça j'en sais rien. Et j'ai l'impression que il y a la deuxième question dans ton intervention, effectivement, les exemples que je suis tributaire de l'actualité et des exemples que je prends dans ce livre, donc j'aurais insisté, je ne sais pas si la question de la tyrannie de la démocratie est réglée dans l'histoire de l'humanité d'ici quelques décennies, j'aurais pas écrit tout un chapitre là-dessus. En fait, je sais pas si je réponds à la question. Sûr que j'ai bien compris la question. Par rapport à Poutine qui s'allierait avec... comment l'actualité agit en fait dans notre propre action ou non-action en fait. Oui. Par rapport, si aujourd'hui on est quand même confronté à tout un tas de fake news, par exemple, comme et du coup ça casse quand même aussi des volontés. Ce moment historique, est-ce qu'il était existant par le passé? Et est-ce que du coup, est-ce qu'il est, est-ce que l'environnement historique actuel agit sur notamment notre non-agir ou notre agir, ou plus qu'il y a 10 ans, 20 ans, et plus que...
c'est sûr et certain, nous sommes des êtres historiques, nous sommes des êtres déterminés, alors en partie ou pleinement, on retombe sur la question du libre arbitre, mais au moins en partie, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, déterminés par la société, l'histoire, notre époque. Hegel écrivait « Nul ne saute par-dessus son temps », en quelque sorte, nous exprimons l'histoire humaine à notre échelle individuelle, et donc les problèmes philosophiques, moraux, politiques dépendent du cours de l'histoire. Ça, c'est sûr et certain. Après, là, j'ai l'impression que tu m'encourages à ouvrir tout un débat sur ce qu'on appelle parfois, à tort ou à raison, l'indifférence de l'homme moderne, la dépolitisation des jeunes, l'action. Oui. Bon, là, ça nous mènerait très loin. Je sais pas trop te donner une réponse intéressante en quelques mots. Voilà, faudrait que j'y réfléchisse davantage. Est-ce qu'on est vraiment plus paresseux et moins actifs que ceux qui ont connu mai 68? Il faudrait peut-être plutôt demander à des sociologues et des historiens qu'à moi. Mais c'est une bonne question. Moi, j'aimerais revenir sur votre premier exemple là, que vous m'avez donné. C'est Kitty l'histoire de cette jeune fille qui s'est fait tabasser d'abord, puis après tuer par ce jeune homme. Après, vous avez donné comme exemple, vous avez dit, rassurez-vous, le monsieur a été pris, il a été condamné, etc. Mais qu'en est-il des témoins? On ne parle pas des témoins, parce que les témoins sont aussi responsables de ce qui se passe. J'ai le souvenir qu'en France, on a eu la même chose il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez, du Paris-Lyon, je crois que c'est Paris-Lyon, dans un train où un jeune homme s'est fait tuer par quelqu'un. Ils étaient 30 voyageurs à être indifférents, à ne pas avoir agi. Et ces 30-là, quelques années après, on les a retrouvés, ils ont été condamnés pour ne pas avoir agi. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est très important. Malheureusement, c'est des choses qu'on voit encore tout le temps actuellement. Quand on parle des femmes victimes de violences conjugales, les voisins disent, mais c'est vrai, on entendait crier, mais on n'osait pas intervenir, etc. Et il y a eu quand même quelquefois des drames, malheureusement. Et c'est vrai, ça vient d'où que les gens n'arrivent pas à agir, à interférer, en fait. À un moment donné, est-ce qu'ils n'osent pas? Je ne sais pas. C'est toujours une question, moi, qui m'a... J'ai toujours trouvé... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Pourquoi les gens, témoins de choses dramatiques, graves, n'arrivent pas à agir avant que ça soit grave? Peut-être que vous vouliez réagir. Mais alors, concernant Kitty Genovese, les témoins du meurtre de Kitty Genovese, je crois que personne n'a été condamné, alors même qu'aux États-Unis, alors actuellement, je ne sais pas si c'était déjà le cas dans les années 60, actuellement aux États-Unis, c'est comme en France, il y a bien un délit de non-assistance à personne en danger. Ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les pays du monde. J'avais vu, je crois qu'il y a même, c'est une minorité de pays qui ont ce délit-là. Et ils ont dit, voilà, alors est-ce que c'était des excuses, à quel point c'était honnête ou pas, je sais pas, mais ils ont dit qu'ils n'avaient vu qu'une partie de la scène, ils n'avaient pas tout à fait compris que c'était un meurtre se déroulait. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire, moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais pourquoi ils n'ont vu qu'une partie? C'est-à-dire, à un moment, ils se sont dit, je pourrais peut-être essayer d'en voir plus, mais j'ai décidé d'en voir moins. Peut-être qu'ils sont responsables d'en avoir vu qu'une partie. Enfin, parfois c'est compliqué. Mais oui, ils ont dit qu'ils croyaient en une dispute, une querelle de voisinage ou entre conjoints. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ce qu'ils disent, bien sûr. Ouais. Là, en plus, c'était dans un train, c'est ça? Là, quand il y a les caméras, etc., là, c'est dur de trouver des bonnes excuses. Mais alors, il y a beaucoup d'explications possibles. Peut-être qu'il y a une explication... ce serait très triste, et peut-être qu'il y a une explication historique, peut-être qu'à notre époque, l'apathie, l'absence d'empathie est plus fréquente, plus populaire qu'avant. J'ose espérer que non, mais la question historique se pose, et l'une des raisons que j'ai évoquées ici, c'est une raison psychologique, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que des gens, comme dans le titre de ce livre, des gens ordinaires, tout un chacun, moi je me considère comme quelqu'un d'ordinaire,
on peut tomber dans ces travers-là parce que en fait, c'est une faille de notre cerveau. C'est une faille de notre cerveau, de notre esprit. On va se dire, quelqu'un d'autre pourrait agir, quelqu'un d'autre a dû agir. C'est la dilution de la responsabilité. Ça, et voilà, c'est étudié, c'est triste, mais c'est étudié, c'est vérifiable et vérifié. Donc des expériences qui ont été faites dans une pièce. S'il y a quelqu'un qui fait un malaise et que vous êtes tout seul face à cette personne qui fait un malaise, vous allez la secourir. Enfin, c'est quasiment du 100% de gens qui vont la secourir, alors que, donc, très paradoxalement, irrationnellement, mais l'humain est pétri d'irrationalité, malheureusement, s'il y a 10 personnes, 15, 30, 50 personnes dans la pièce, la probabilité que cette personne soit secourue diminue. Alors, j'espère qu'elle est secourue au bout d'un moment, mais elle est moindre par rapport à la première situation où on n'est que deux dans la pièce. Ça, c'est vérifié, c'est chiffré, voilà. Oui, en fait, je pense que tout ça, c'est géré par la peur. Les gens ont peur. Aussi, oui. La peur, oui. C'est alors la peur de mal agir, la peur de... La panique. Non seulement la peur vis-à-vis des autres, mais ensuite, la peur de ce qui pourrait lui arriver à lui. Oui. Ça va tellement vite. Oui, ça va tellement. La paralysie, oui. Il y a un poème d'un auteur allemand. Quand les communistes sont venus frapper à ma porte, je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas communiste. Quand les catholiques sont venus, je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas catholique. Vous connaissez la fin, moi, quand j'ai besoin de quelqu'un, il n'y avait plus personne. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. C'est du... Oui, tout à fait. Regardez tout ce qui se passe pendant la guerre. Tout ce qui se passe pendant la guerre, par exemple, pour les juifs, de la façon dont on les dénonçait et tout. Quand on réfléchit à tout ça, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Vraiment, je sais pas, moi je me pose toujours la question, je me dis, on juge là, mais quelle position on prendrait vis-à-vis de... Alors dénoncer, là, on fait carrément le mal directement. Moi, dans le livre, donc là, c'est de manière flagrante, on va dire, c'est mauvais, même si on peut discuter de tout, mais là, j'ai pas envie de discuter de ça, là, tout de suite, mais ce qui pose peut-être encore plus problème, et j'en reviens à la citation d'Einstein, c'est tous ceux qui, simplement, n'ont pas agi. C'est-à-dire l'indifférence, ou la passivité, et... C'est ça probablement le moteur principal des pires pages de notre histoire. C'est le moyen d'agir. Comment agir? Et oui, et comment agir? Comment agir? Les gens, ils sont freinés souvent par rapport à ça. Ils se disent, ça les arrête. Bah bien sûr. Ouais. Et ça, c'est une question. Excuse-moi, c'est une question que je pose dans le livre. C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à quelqu'un qui n'agit pas lorsque cette action demande beaucoup de courage? Par exemple, la résistance. C'est une vraie question que je pose dans... C'est pas de l'indifférence. Ouais, donc c'est pas de l'indifférence, c'est de la peur. Ouais. Il y a quand même un autre... Parce qu'on voit que, par exemple, personne ne va agir, mais si une personne agit, alors là, tous les autres... Voilà. Bien sûr. Il faut qu'il y en ait un. Quand il y a une mobilisation qui est là, je crois qu'on a un soutien qui est là. Mais même tout bêtement, moi je me rappelle d'un enfant qui risquait de se noyer sur la plage. Et tout le monde est là. Il y en a un premier qui voit. Alors il y a des gens qui se lèvent, tout le monde se regarde, personne ne fait rien. Et puis à un moment, il y en a un qui se jette à l'eau, et puis tout le monde se jette à l'eau pour équilibrer. Pour dire, je fais comme lui, je suis aussi fort. Je sais pas, pourquoi il faut qu'il y en ait un qui se jette pour que tout le monde arrive à fasse pas la même chose. C'était pour vérifier s'il n'y avait pas de requin. Peut-être. Et alors, tu disais que dans le livre, il y a un chapitre sur la démocratie. Oui, la démocratie, la tyrannie, c'est notamment là que je pose la question du courage nécessaire lorsqu'il faut lutter contre une tyrannie, donc un système répressif, chirurgical. Je sais pas, on peut penser à la Russie actuellement. Vous disiez, parfois il en suffit d'un ou deux ou trois qui commencent à se rebeller pour que les autres suivent. Malheureusement, lorsqu'il y a un système vraiment ultra répressif, bien huilé, si j'ose dire, Alexeï Navalny n'a pas suffi à mobiliser les autres massivement.
Et donc, ouais, je pose ces questions-là, la question de la tyrannie. Est-ce que, des questions sensibles, hein, est-ce que les gens qui sont tyrannisés, du fait qu'ils ne se rebellent pas, sont pas indirectement complices de leur propre tyrannie? Bon, et là, j'en viens, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est une énorme partie du livre, à la question qui s'appelle la servitude volontaire, qui vient d'Étienne de la Boétie. Voilà, est-ce qu'on peut mais après aussi, j'en discute aussi, est-ce qu'on peut en vouloir aux gens tyrannisés de rester tyrannisés? Il y a un côté étrange où on en veut aux victimes, en fait. C'est des grandes questions. Parce que là, on est d'extérieur. Pardon. C'est ceux qui sont de l'extérieur qui se posent ces questions-là. Oui, en plus, voilà, c'est nous quand on est tranquille en France. Parce que ce qui est surprenant aussi, c'est la question du nombre. Du nombre. Finalement, du nombre. Souvent, c'est quand même une minorité qui possède les armes et la force, par rapport à une masse qui est généralement beaucoup plus grande. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'en fait la masse ne se rebelle jamais en fait, c'est la question de la Boétie. Mourir sous les armes, c'est tout. Voilà, il faut accepter qu'il y en ait beaucoup qui meurent sous les armes. Se libérer d'une tyrannie, il faut avoir le courage de le faire. Bah, j'en parle, le temps, enfin j'ai pas envie de vous retenir trop longtemps, mais j'en parle dans le livre et j'explique, bon là j'explique, ça vient pas de moi, hein, c'est connu depuis longtemps, c'est assez simple à comprendre. Par exemple en Russie, si vous faites partie des premiers à vous rebeller, le risque que ça finisse très très mal pour vous est très très élevé. Mais il y a aussi un cercle vertueux qui peut se mettre en place, c'est-à-dire plus il y a des gens qui se rebellent, moins ça devient risqué de les rejoindre, et donc petit à petit le régime tombe. Je parle. Là, je faisais ça à l'époque, en Pologne, où à un moment donné. Oui. Et derrière, il y a de la psychologie, hein, de la psychologie sociale, la question du groupe, de la foule, du conformisme, ou la désobéissance. Il y a plein de choses dont j'aurais pu parler. Il y a des petites résistances qui sont moins dangereuses et donc où là, plus de personnes vont suivre. Peut-être, ouais. Je pense, ça me fait penser à la Pologne. Ma grand-mère elle était polonaise. Oui. Elle nous faisait penser elle nous racontait au moment du régime russe. Par exemple, il fallait que tout le monde regarde la télé au moment où il y avait un discours, etc. Ils étaient obligés. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur petite résistance à tous, c'était de mettre la télé face à la fenêtre. Donc c'était bien allumé. Et puis ils se vachaient à leurs occupations sans regarder. Ben voilà, c'était pas assez grave pour qu'on risque quelque chose. Donc là, on résiste. On montre qu'on n'est pas d'accord, mais sans prendre trop de risques. Ouais. Résistance. Et dans ce cas-là, ceux qui ne prennent même pas ces micro-risques, on peut leur en vouloir peut-être. Voilà. Ça repose, je sais pas. Et puis du coup, ceux-là, ils sont peut-être moins assimilés dans la population. Après, est-ce que je le prends le risque et puis comme ça je suis avec tout le monde, ou est-ce que je le prends pas et je me retrouve rejetée? Ouais, c'est juste.